Aujourd'hui, nous avons Zendesk avec Cheers qui vont nous parler d'un thème en fait qui va intéresser beaucoup les commerçants de la salle. C'est comment utiliser la data d'un service client pour améliorer l'expérience client. Bonjour à tous. Juste pour le déroulement du workshop, on va voir dans un premier temps le constat sur la relation client et l'expérience client, comment transformer son service client et exploiter sa data, comment interpréter la data et les KPIs, quelle stratégie mettre en place pour une meilleure customer experience, et à la fin, on sera ravis de prendre vos questions. Alors pour commencer, en fait, je voulais vous partager une expérience personnelle. Aujourd'hui, on a tous dans nos poches, et je renvoie certaines personnes qui l'utilisent déjà, notre téléphone et notre carte bleue. Généralement, quand on a un problème avec l'un ou l'autre, voire même les deux, ça devient très très problématique. Donc en fait, l'expérience que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a quelques mois, j'étais en voyage à l'étranger et je devais prendre un nouveau billet d'avion. Et en allant sur le site, en fait, le site me demandait mon code carte bleue, pas le code PIN, mais plutôt un code de réactivation que je ne trouvais pas et en fait, j'ai bloqué ma carte. Donc frustration, j'appelle le service client, je passe d'un agent à un autre. À chaque fois, je répétais ma requête. Une fois, deux fois, trois fois. Bien évidemment, au bout d'un moment, on est un peu saoulé, désolé du terme, au bout de 40 minutes. Et du coup, en fait, j'ai raccroché au bout de 40 minutes et j'avais toujours pas de réponse à ma question. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, 89% des consommateurs sont frustrés car ils ne trouvent pas réponse et doivent répéter leurs problèmes plusieurs fois à plusieurs agents différents. Ça, c'est de notre côté, nous, en tant que clients. Du côté agent, donc il faut aussi les comprendre. Les agents, à 42%, sont incapables de résoudre efficacement les requêtes clients parce que les systèmes ne sont pas connectés entre eux, parce qu'on va avoir une multiplication d'applications et on va avoir des interfaces utilisateurs qui vont être vraiment obsolètes. Et du coup, on rentre dans ce côté un peu chercher l'information, on est un peu démotivé, on n'arrive pas à répondre à notre client, ce qui est vraiment dommage. Est-ce que vous connaissez Zendesk? Si je peux vous demander de lever le doigt ou la main, combien d'entre vous connaissent Zendesk? Ok, pas mal. Aujourd'hui, ce qu'on fait chez Zendesk, c'est qu'on aide les marques à construire de meilleures expériences clients, et on va voir ça dans les minutes qui suivent. Ce que je veux partager avec vous, c'est notre dernier benchmark, en fait, deux stats très rapides. La première, c'est un benchmark qu'on fait sur nos clients monde. Donc aujourd'hui, on en a à peu près 120 000 et qui nous donne un peu de la visibilité sur comment aujourd'hui se comportent nos clients et comment ils répondent aux attentes de leurs consommateurs. Aujourd'hui, la C7 sur la région Europe, IMEA, est à 89%. On met 19 heures, à peu près un peu moins d'une journée pour répondre à la première requête de client. Et une fois, on va dire qu'on a ouvert la requête, on met 2 jours et demi pour répondre et closer ce qu'on appelle un ticket. Si on reparte ça sur la France, on est champion du monde du football, mais malheureusement, on est un peu en retard par rapport à nos voisins européens. On met 2 heures de plus pour répondre à une requête client, en moyenne, et on met 13 heures de plus pour résoudre la requête du client et la fermer. Voilà un peu un point sur l'état des lieux aujourd'hui du marché en quelques slides. Et l'objectif, en fait, c'est de passer d'une gestion de votre relation client et votre expérience client qui soit multicanal. Donc en fait, là, c'est un triptyque entre le client, l'admin, donc qui est le manager, et aussi l'agent. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les clients, on va lui proposer avec une gestion multicanal qui va être très fragmentée. Donc une expérience fragmentée, elle n'est pas sans couture. Du côté agent, malheureusement, de son côté aussi, il va avoir cette difficulté à répondre, comme on l'a dit tout à l'heure, aux demandes des clients. Et il va utiliser plusieurs canaux qui ne vont pas communiquer entre eux. Et si vous vous mettez à la place du manager, et peut-être qu'il y a des managers parmi vous dans la salle, le problème que vous avez probablement, c'est que vous n'arrivez pas à avoir toutes les datas. Et combien même vous avez ces datas-là, vous allez avoir un peu de difficulté à pouvoir les faire parler entre elles pour en sortir les meilleurs KPI qu'il vous faut. Donc l'objectif, c'est d'évoluer vers une offre un peu plus multicanal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est harmoniser aujourd'hui vos outils, d'avoir aussi tous les outils qui soient sur une seule et même plateforme
pour, bien évidemment, proposer une meilleure expérience client, avoir un historique pour les agents qui puissent répondre aux demandes de vos clients de manière vraiment optimale. L'agent, bien évidemment, il va être moins ressentir ce stress, cette pression du client de prendre le prochain appel et se dire oui, bon, bah, malheureusement, il y a peut-être une chance sur deux que je ne puisse pas répondre à mon client, de par le fait que les outils aujourd'hui ne sont pas connectés. Et en tant qu'admin ou manager, l'objectif, c'est d'avoir des dashboards qui soient beaucoup plus efficaces, d'avoir les bons résultats qui remontent. Et ces résultats-là, comment les exploiter, comment exploiter cette data-là pour mieux optimiser votre relation client dans un premier temps, vraiment en tirer un ROI. Et on verra ça tout à l'heure avec Geoffrey qui va nous expliquer comment ils font ça chez Cheers. Et aussi pouvoir se projeter et mieux faire travailler son équipe, ses agents. Je passe la parole à Geoffrey qui va nous expliquer un peu comment ils font ça chez Cheers. Alors bonjour à tous. Donc oui, on va parler un petit peu des stratégies qu'on a mis en place nous chez Cheers justement pour utiliser la data et la transformation de notre service client pour bien améliorer tout ce qui est expérience client. Juste un petit rappel pour ceux qui connaissent pas Cheers. En fait, on est une jeune start-up. On s'est lancé dans une application mobile en fait qui vous permet d'imprimer des photos, toutes les photos qu'on a sur son téléphone et qu'on a tendance un petit peu à oublier. Donc on a lancé en 2012 un service qui permet de les imprimer, donc de conserver un peu ces souvenirs. Aujourd'hui, on est considéré comme une des pépites de la French Tech, valorisé à plus de 45 millions d'euros. Donc tout ça, on va expliquer comment. Donc ça a été basé sur l'expérience client. Alors la première chose que nous, on a mis en place chez nous, c'était la transformation intégrale du service client. C'est-à-dire oublier l'ancien centre de coûts qu'on connaissait peut-être tous avant et vraiment utiliser ce service comme un pilier du business et même un accélérateur, je dirais. Une petite data pour commencer qui est intéressante pour prouver encore une fois l'importance du service client dans l'expérience client globale, c'est qu'on a aujourd'hui apparemment 67% des clients qui seraient prêts à quitter une marque suite à une mauvaise expérience client, avec le SAV notamment. Donc ça prouve bien que voilà, l'expérience client se fait aussi par votre call center et votre service client. Donc pour commencer, il faut reprendre déjà les bases principales du service client. Donc ça va être dans un premier temps de rassurer, de fidéliser tous vos clients en offrant un support donc à la fois pré-commande mais aussi post-commande. Identifier et mesurer l'impact de tous les points de friction que peuvent rencontrer vos clients sur votre parcours. Et également, et ça c'est le plus important et on va en discuter beaucoup aujourd'hui, ça va être de créer une nouvelle source de data qui vont vous permettre de mettre en place des actions, prioriser des roadmaps pour justement contribuer à l'expérience client dans votre business. Et pour ça, donc il ne faut pas l'oublier, la première chose à faire pour devenir customer-centric, ça va être de devenir data-centric. Donc ça va être votre meilleur allié pour commencer une nouvelle stratégie d'expérience client, la data. Avec notamment donc, les KPI. Donc des KPI, il y en a beaucoup. On peut, rien que dans un service client, on peut facilement en avoir une vingtaine. On peut en rajouter aussi qui sont liés un peu plus au business, comme par exemple le coût d'acquisition, comme par exemple le taux de conversion. L'idée aujourd'hui, ça va être d'essayer de voir comment on peut faire communiquer les deux pour voilà, travailler un petit peu son expérience client. Alors en parlant de KPI, j'en ai sélectionné quelques-uns qui pour nous ont été très importants dans cette transformation. Tous ces KPI sont directement liés au service client. Donc, ça prouve bien que le service client, aujourd'hui, on peut en faire autre chose que simplement une équipe d'agents qui répond à des problématiques clients. Voilà, on peut aller bien au-delà avec vraiment une nouvelle source de data qui est très intéressante, avec ces quelques KPI qu'on peut voir ici. Alors, le taux de contact n'est pas souvent calculé dans beaucoup de business, pourtant il est très important. Je vais expliquer un petit peu pourquoi tout à l'heure. Le taux de NPS, donc ça on le connaît beaucoup, on en entend beaucoup parler, donc on va essayer de voir aussi tout à l'heure comment on peut l'exploiter pour en tirer profit. Le taux de satisfaction, donc Shams en parlait tout à l'heure, son importance. Le ratio de passif, alors ça, il est un peu moins connu, pourtant il est très important, il est directement lié au NPS, donc je vais vous expliquer un petit peu comment l'utiliser tout à l'heure. Le ratio de contact pré-commande, alors celui-ci est très important. Très stratégique et il va vous permettre vraiment d'avoir une bonne base de travail pour votre centre de relations clients et aussi votre expérience client.
Le temps de réponse, très important, on va voir pourquoi aussi tout à l'heure. Et le coût par contact, c'est quelque chose aussi de très important. On ne maîtrise pas toujours son calcul, donc je vais vous donner 2-3 petits conseils pour le calculer et voir comment l'exploiter aussi pour impacter notamment vos roadmaps. Alors voilà, donc tous ces KPI, comment on pourrait les utiliser? Le taux de contact, comme je disais tout à l'heure, il va vous permettre de calculer combien de clients, combien de contacts vous allez recevoir suite à des commandes sur votre business. C'est-à-dire, par exemple, vous avez fait un très bon mois, combien de clients ont dû vous contacter pour finaliser un achat? Ou tout simplement, combien de clients ont dû vous contacter post-achat par rapport à une problématique logistique, par exemple. Donc le taux de contact, c'est vraiment un KPI très important pour prendre un petit peu la température de votre business et comprendre combien de clients doivent passer par le service client avant ou après une commande. Donc ça, c'est un KPI qui est très simple à calculer. C'est tout simplement le ratio de contacts par rapport au volume de commandes. Et ça va vous donner un pourcentage qui est vraiment très intéressant. Il faut le suivre souvent, notamment suite à une offre commerciale. Vous allez pouvoir voir son impact sur le taux de contact justement et voir si les clients ont bien assimilé cette offre par exemple. Le ratio de contact précommande est lui aussi très intéressant, ce qui va vous permettre en fait d'identifier sur tous les contacts au global combien sont liés à des problématiques précommande, c'est-à-dire combien de clients doivent passer par votre service client avant de finaliser une commande. Donc ce KPI est très important puisqu'il est directement lié à la conversion en fait. Si votre taux de conversion est touché par il est trop haut, vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe, la première chose à regarder, ça serait le taux de contact pré-commande pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque dans le parcours client. Le taux de NPS avec les passifs, ça va être de voir pourquoi des gens ne sont pas ambassadeurs de promoteurs de votre business, pourquoi ils sont passifs. Comment on pourrait faire pour les convertir, pour qu'ils passent de passifs à promoteurs. Donc ça, c'est très intéressant de regarder, notamment avec la VOC, pourquoi ces gens-là sont aujourd'hui passifs et comment vous pouvez les convertir. Parce qu'on sait tous aujourd'hui que les promoteurs sont ceux que vous allez pouvoir reconvertir le plus facilement suite à un achat. Donc le but, c'est d'en avoir le plus possible. Le coût par contact, comme je disais tout à l'heure, c'est tout simplement de maîtriser le coût que va représenter un contact dans votre centre de relations clientèle. Et ça va vous aider notamment quand vous avez un bug sur votre application mobile ou sur votre site et à anticiper combien va vous coûter à l'année ou au quarter ce bug en termes de contact. Vous allez simplement faire un calcul simple qui est de mon coût par contact fois le nombre de tickets que je reçois par mois pour cet incident. Et vous allez pouvoir mettre un prix sur ce bug qu'on a un peu tendance à laisser traîner. Et le temps de réponse, très important, notamment si on le lie avec le taux de contact précommande. C'est-à-dire, si vous avez dans votre backlog email 500 contacts précommande, c'est-à-dire des gens qui ont la carte bleue dans la main mais qui ne peuvent pas encore commander parce qu'ils attendent une réponse de votre part, il va falloir faire très attention au temps de réponse de ces gens-là. Pourquoi ? Notamment dans des périodes fortes, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de publicité un peu partout sur les réseaux sociaux pour des concurrents certainement. Il va falloir être rapide pour répondre et permettre à ses clients de convertir avec votre business. On peut aller aussi beaucoup plus loin dans beaucoup d'autres KPI. Par exemple, vous pouvez contrôler votre taux de remboursement. Le taux d'automatisation, si vous êtes amateur d'intelligence artificielle et que vous utilisez ces technologies, c'est important de mettre peut-être des garde-fous en regardant de temps en temps son taux d'automatisation. Suivre l'évolution des taux de réouverture notamment, donc c'est-à-dire combien de clients, suite à un contact avec vous, doivent vous relancer, doivent redemander un complément d'information pour vraiment pouvoir clôturer le dossier. Et ça reprend un petit peu la data qu'on a évoquée tout à l'heure pour la résolution d'un contact. Un autre cas qui est très intéressant, c'est le taux de self-service, c'est-à-dire combien de gens peuvent résoudre leurs problèmes seuls sans passer par le service client. Donc statistiquement avec un impact direct sur votre budget SAV avec le coût par contact. Donc ça, c'est quelques KPI qui sont vraiment, je pense, très basiques pour lancer une première stratégie d'expérience client et qui sont vraiment indispensables. Voilà, il faut bien les comprendre, il faut bien les calculer et ils vous permettent vraiment d'avoir une bonne base saine qui vont vous permettre ensuite d'aller un petit peu plus loin dans cette stratégie d'expérience client.
Alors, justement, en parlant de stratégie, le but, c'est tous d'en faire un ROI. Alors, on va voir comment on peut essayer de la mesurer. Alors, juste avant, une petite slide qui est très intéressante, qui nous vient du PDG d'Amazon, qui disait qu'un client satisfait, indirectement, va en ramener 10 autres. Donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le NPS, avec les promoteurs, avec les gens qui vont faire la promotion de votre business sur les réseaux sociaux, sur leur cercle d'amis, et aussi tout simplement eux-mêmes. Ils vont refaire de la commande, ils vont faire du repeat business. Donc voilà. Et cette slide peut se calculer avec votre taux de NPS, votre taux de satisfaction client au service client, et votre taux de repeat business. Donc, sans stratégie client, du coup, on a un peu tendance à deviner quelles seraient les priorités du business en termes de CX. Par quoi, on va imaginer ce que le client a besoin. Donc, on a un parcours client qui est peut-être pas forcément optimisé pour eux. On a peu de data, donc pas beaucoup de visibilité sur une offre commerciale qu'on vient de lancer, par exemple, ou sur une nouvelle fonctionnalité sur votre site que vous venez de lancer. On n'a pas vraiment de visibilité pour voir si elle est efficace ou pas. On a une base de clients qui est plus difficilement exploitable, puisque quand vous avez beaucoup de détracteurs et quand vous avez beaucoup de clients mécontents suite à votre expérience au SAV, il va être beaucoup plus difficile de les reconvertir derrière. Donc aussi, peu de repeat business. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre encore sur la table des coûts d'acquisition pour avoir des nouvelles ventes, puisqu'on a un peu plus de difficultés à le faire avec la base actuelle qui est peut-être composée de, 30% de détracteurs. Bien entendu, un budget SAV beaucoup trop important, bien souvent, quand on ne fait pas attention à ces stratégies, puisque ça va générer du contact. Ces contacts, si on ne maîtrise pas les taux de contact, si on ne maîtrise pas les points de friction, on va en avoir de plus en plus en fonction de l'évolution de votre business. Donc encore une fois, pour maîtriser ce budget SAV, il va bien falloir connaître ces problématiques. Et comme je disais tout à l'heure, donc le fort taux. Quand vous avez une stratégie CX, déjà, ça va vous permettre de construire une stratégie de parcours client qui est fluide, qui est axée sur la data. Et donc, ce n'est pas ce que nous, on va essayer de deviner dans une boardroom, ça va être vraiment data. Qu'est-ce que la data nous dit en termes de priorité, en termes de besoins clients. Donc, c'est tout de suite forcément beaucoup plus efficace. Vous avez une connaissance complète de vos points de friction, puisque vous savez les quantifier, vous savez les mesurer, peut-être même par pays, peut-être même par si c'est un site web, si c'est une application mobile, par device. Vous allez pouvoir fidéliser beaucoup plus facilement vos clients existants, puisqu'ils peuvent bénéficier d'une expérience client qui est au top. Donc forcément, un client qui vient d'avoir une très bonne expérience chez vous va être beaucoup plus facile à reconvertir. Vous allez pouvoir faire un peu de rétention avec de l'upsell notamment, beaucoup plus facilement, peut-être même au sein du service client. Vous allez pouvoir aussi faire une réduction de votre budget SAV, puisque vous allez maîtriser vos taux de contact. Vous allez peut-être même maîtriser aussi votre taux de réouverture au service client. Donc tout ça, c'est directement lié au budget SAV. Et en plus de ça, vous allez pouvoir commencer à avoir un taux de promoteur que vous allez aussi maîtriser, puisque vous allez faire des actions sur les passifs et sur les détracteurs. Un exemple simple pour le taux de contact, donc vous l'aurez compris, c'est un de mes préférés. Admettons qu'un contact vous coûte 3 €. Donc 3 €, c'est quoi? En gros, c'est un mélange du prix de vos licences pour les outils que vous allez utiliser pour votre service client, mixé avec le taux horaire de vos agents et avec le ratio de productivité. C'est-à-dire, une équipe qui arrive à produire 15 emails par heure aura un taux de contact plus faible qu'une équipe qui arrive à en faire peut-être que 5 ou 10. Donc voilà, ça c'est le prix d'un contact. Si vous le mélangez avec le taux de contact, donc là j'ai mis au hasard 18%, donc c'est-à-dire le nombre de messages reçus au service client par rapport au nombre de commandes, on peut imaginer que ça vous fasse un volume d'emails à peut-être 13 500 par trimestre. Sans compter les réouvertures, attention. Les réouvertures, c'est un autre taux qu'on peut calculer et qu'il faudra rajouter à celui-ci. Là, c'est juste les emails entrants. Donc avec un petit calcul, donc je fais mes 13 500 que je divise par 15, donc il y a une productivité horaire, ça me donne 900 heures de travail. 900 heures divisé par 152, c'est-à-dire le temps de présence réel de production d'un agent, ça me fait déjà 6 personnes à temps plein. Ça commence à chiffrer un peu côté budget SAV. Alors, il y a des marques, ils choisissent tout simplement de fermer les portes du SAV. Très bien. Sauf que ces marques-là,
je pense qu'elles n'ont peut-être pas forcément fait attention au taux de contact précommande, par exemple. C'est-à-dire, si aujourd'hui, dans votre business, vous avez 20% de contacts précommande et que vous leur fermez les portes, directement, la conversion sera impactée. Donc, c'est particulièrement dangereux. Si vous avez de la data et que vous faites les choses de façon beaucoup plus intelligente, vous allez non pas fermer les portes, mais travailler sur les points de friction, travailler sur ce qui génère des détracteurs, travailler sur ce qui génère des contacts, et statistiquement, le taux de contact baissera. Et si le taux de contact baisse, le budget SAV aussi. Voilà, avec la data, on peut, sans risque, maîtriser un petit peu ce taux de contact, sans fermer les portes et donc sans impacter la conversion. Là, je vais vous donner quelques petits exemples justement de stratégies qu'on a mis en place à Cheers pour réduire les points de friction, réduire le taux de contact et donc par conséquent augmenter la satisfaction client et maîtriser un petit peu le budget service client. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'e-commerçants ici. On a tous la problématique logistique ici, c'est-à-dire une fois que le paquet est envoyé au client, on va avoir un petit peu de mal à vraiment le suivre individuellement pour voir s'il n'y a pas eu d'incident, s'il n'a pas été endommagé par un transporteur, s'il n'a pas connu de retard. Donc, et une des expériences les plus, qui générait chez nous le plus de détracteurs, c'était justement des clients qui nous disaient mon paquet, je ne sais pas où il est, j'ai toujours pas reçu, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas été averti par personne. Enfin, c'est quand même délicat de demander à un client de nous contacter quand il y a un problème sur sa propre commande. Ça devrait être à nous d'être plus proactifs sur ces sujets-là. Donc on a travaillé avec ShipUp qui propose une technologie qui en fait va récolter toutes les données transporteurs et les transformer en notifications proactives aux clients pour justement limiter les contacts, améliorer l'expérience post-achat sur la partie logistique qui est une des plus critiques et aussi qui va vous permettre de mettre en place certaines autres stratégies, par exemple avec votre propre page de suivi. Donc vous n'allez plus passer par la page de suivi des transporteurs, mais vraiment la vôtre, avec votre image de marque, avec votre branding. Et ça a un impact direct sur beaucoup de KPI. Donc nous, par exemple, niveau taux de contact, on avait calculé, donc ça encore c'est un nouveau KPI qu'on peut calculer, on avait calculé quel était le pourcentage de contacts au SAV que représentaient les problèmes logistiques. C'était 64%. C'est énorme. C'est-à-dire 64% de notre backlog email était composé d'incidents logistiques. C'est fou. Avec cette technologie, on a pu le faire baisser de moitié. Pourquoi ? L'expérience client est meilleure. C'est proactif. On travaille avec une technologie qui est efficace et ça nous a permis de baisser fortement le taux de contact sans fermer les portes du SAV. Donc sans toucher à la conversion. Le taux de promoteur, on était à 73, qui était déjà plutôt raisonnable. On a pu le passer à 80%. Pourquoi ? Parce que les gens se sont sentis suivis, se sont sentis écoutés, qu'il y avait quelqu'un derrière qui regardait presque à la limite leur paquet individuellement et qui faisait les notifications si besoin. Donc en parlant de notifications, on en a envoyé plus de 10 000 proactives, alors qu'avant c'était 0. Donc là, on voit directement l'impact sur l'expérience client. Et pour revenir sur la fameuse tracking page, plus de 120 000 visites par mois sur une page qui avant n'existait même pas. Avant, c'était vous qui alliez renvoyer vos clients sur différentes pages de suivi de différents transporteurs sans pouvoir faire la moindre communication dessus, sans pouvoir utiliser votre image de marque. Donc voilà, ça c'est aussi une data très intéressante. Une autre chose qu'on a fait, donc là c'était directement avec Zendesk, c'était identifier quels emails dans notre backlog étaient sensibles. Donc pour moi, à Cheers, c'était tous les contacts précommande. Donc pour moi, ces contacts précommande, c'est des gens qui ne sont pas encore convertis, que je peux perdre à tout moment si je ne suis pas très efficace avec eux et qui ont peut-être effectivement une difficulté qu'on doit résoudre très rapidement. Donc la première chose, c'était de l'identifier avec un petit algorithme personnalisé, l'approche que nous, on va avoir avec ces gens-là. Et surtout, avec l'intelligence artificielle qu'on peut développer dans Zendesk soi-même, faire un petit peu l'effet post-it. C'est-à-dire pour tous les cas sensibles, on va les relancer automatiquement et de façon personnalisée pour prendre des nouvelles, tout simplement. C'est-à-dire un client qui va me contacter chez nous par rapport à un problème de téléchargement photo, par exemple, je ne vais pas simplement me contenter de lui envoyer une réponse et m'arrêter là, parce que je ne sais toujours pas s'il était converti au final. Je vais le relancer.
lui dire, par exemple, bonjour, moi c'est Geoffrey, on s'est parlé il y a quelques jours sur ce problème de téléchargement photo, je viens juste prendre des nouvelles. S'il y a encore un petit souci à ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers moi, sinon, excellente journée, à bientôt. Et ces fameuses relances, elles nous ont, mais alors, changé la vie au service client, dans le sens où on avait un suivi qui était proactif, qui était automatique, ultra personnalisé, et on a directement vu en fait l'impact sur la conversion. Et l'expérience client aussi, donc le NPS et beaucoup d'autres KPI. Donc tout ça avec une simple configuration de Zendesk pour lancer ces notifications. Ensuite, il y a le NPS. Donc on est très très nombreux à collecter des avis clients. Donc, je pense qu'on le fait peut-être même tous. On a tous un NPS qu'on calcule, mais on est très peu à vraiment l'exploiter au final. Le NPS, c'est pourtant une source de data qui est excellente, qui est très intéressante, qui va vous permettre de comprendre qui sont vos détracteurs, pourquoi il y a des passifs, et les promoteurs, les exploiter suite à quelques stratégies que vous pouvez appliquer post-commande. Donc l'idée avec le NPS, ça ne va pas être simplement de collecter de la data et au final de ne pas en faire grand-chose, ça va être de fidéliser vos promoteurs, parce que franchement c'est votre meilleur allié marketing, ça va être de comprendre les passifs pour les passer en promoteurs et donc avoir davantage d'alliés marketing à vos côtés, et les détracteurs, comment faire pour les reconvertir. Donc, comme je disais tout à l'heure, ne vous contentez pas simplement de collecter les commentaires, mais utilisez votre service client pour contacter ces gens-là suite à ces commentaires. En plus, ils se sentiront écoutés, donc ça fait quand même une bonne expérience, pour comprendre quels sont ces sujets, quelles sont ces problématiques et comment on pourrait peut-être même, suite à cet échange post-NPS, reconvertir certains de ses clients. Chez nous, à Cheers, on le fait beaucoup, donc ça représente beaucoup d'heures de travail puisqu'il y a beaucoup de commentaires qui sont envoyés via le NPS, mais au final, c'est un impact direct, c'est un très bon investissement. Donc tout ça, c'est quelques exemples, on va dire, rapides de stratégies qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui dans de nombreux centres de relations clientèle. Chez nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin bientôt avec notamment l'humanisation du service client. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'automatisation, on parle beaucoup de bots, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors nous, à Cheers, on aime bien la technologie, hein, on est dans la French Tech, mais notre philosophie, c'est justement d'utiliser cette technologie non pas pour remplacer les agents, mais plus pour les assister. Donc là, ça reprend un petit peu le projet qu'on avait mis en place pour les notifications automatiques, les relances proactives des clients. Donc nous, voilà, on va essayer d'aller encore plus loin là-dedans pour continuer d'humaniser le service client à l'aide de la technologie. Continuer de faire le premier pas, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'impact a été tellement efficace pour nous sur la relance automatique des cas sensibles. On a vu son efficacité, on a vu ses impacts sur les KPI. On va essayer d'identifier toujours plus de cas, pré-commande mais aussi post-commande, et voir comment on pourrait en faire davantage. Aujourd'hui, on relance entre 30 et 40% des contacts. C'est énorme, vous me direz. Oui, mais d'un côté, le client, quand il a un problème de carte bleue, quand il a un problème de téléchargement de photos, quand il a un problème logistique, vous avez tout intérêt à relancer la conversation si vous n'avez pas une nouvelle, parce que vous ne savez pas si ça peut demain devenir un détracteur sur les réseaux sociaux, ou s'il a été converti dans votre business ou pas, et voilà. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est souvent automatique, et ça vous permet d'avoir un vrai suivi. Le développement du CRM, donc ça c'est des choses qu'on met en place notamment dans les périodes de fête. On va recontacter certains clients qui nous ont posé des questions sur certains produits, justement pour leur annoncer une nouvelle collection, pour leur annoncer une nouvelle promotion. Donc là, bien évidemment, il faut faire ça de façon délicate avec tout ce qui est RGPD, mais si vous faites ça proprement, vous pouvez le faire et c'est plutôt efficace, puisque là aussi ça fait une relation entre votre client et son conseiller clientèle attitré en plus. Et continuer d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider, comme disait Shams tout à l'heure, pour aider nos agents à avoir des outils efficaces, à avoir de l'aide pour être plus productifs. Et si vous vous en souvenez, donc plus de productivité, ça veut dire un coût par contact qui est plus intéressant. Donc voilà, continuer de travailler sur ces technologies pour optimiser nos procédures en interne et nos outils. Pour prouver que ça marche, en 2018, on a fini 9e dans un classement national de qualité de service client en France. Donc c'est plutôt sympa pour une petite start-up comme la nôtre. Et on a été donc numéro 1 dans la catégorie de loisirs et culture du trophée CaliWeb.
Et c'était entre autres grâce à cette stratégie de relance de cas problématiques que pouvaient rencontrer les clients. Donc les problèmes de téléchargement, les problèmes de paiement. Ça a vraiment un impact très fort. Ça donne une impression de suivi et pas simplement que quelqu'un a répondu à mon email et plus jamais j'en entendrai parler. C'est quand même surprenant de voir quelqu'un qui va vous relancer sur ces sujets-là. Donc ça fonctionne, clairement. Merci Geoffrey. Peut-être juste avant de vous donner la parole, je rebondis un peu sur certains points que tu as évoqués pendant ton intervention. Je vais prendre le dernier qui était l'intelligence artificielle. C'est un mot qui peut faire vraiment peur. On peut se poser des questions, qu'on soit une petite boîte, une start-up, un grand groupe. On peut dire, oh là là, l'intelligence artificielle, comment je l'intègre, comment je m'y prends. Justement, tu as dit que tu l'as intégré facilement. Moi, ça m'a un peu bluffé, pour être honnête. Donc, j'aimerais bien un peu t'entendre sur ce sujet-là et nous expliquer un peu plus comment tu as mis en place justement cette intelligence artificielle dans ta relation client. La première chose, en fait, ça va être vraiment d'identifier qui contacter et aussi mettre en place certains garde-fous, puisque l'intelligence artificielle va un petit peu vous mâcher une partie du travail. Soyez certain de mettre certains garde-fous dans la configuration de ces stratégies pour pas justement que ça bug ou qu'un client soit relancé X fois sur le même sujet ou qu'il reçoive 2 fois la même relance. On va voir facilement que c'est automatique. Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre en place certaines data. Justement, encore une fois, avec la data, vous allez pouvoir, notamment dans Zendesk, mettre ce qu'on appelle des marqueurs. Donc chaque contact, on peut lui mettre un marqueur. Et avec ces marqueurs, vous allez comprendre exactement où en est le client dans son parcours au SAV et qu'est-ce que vous lui avez déjà raconté, de façon automatique ou pas. Donc pour répondre à la question, ça a été de vraiment comprendre la data, comprendre comment la marquer, comment l'identifier dans les outils de service client pour bien l'exploiter. Je ne vous cache pas que la première fois, c'était j'ai envoyé un petit peu trop de notifications, mais avec les marqueurs, aujourd'hui ça marche très bien. Tout à l'heure, tu as parlé aussi des différents indicateurs aujourd'hui que tu suis. Peut-être la question, c'est comment en fait faire le choix de suivre certains indicateurs aux KPIs par rapport à d'autres. Donc on sait qu'on a pléthore, on a exposé quelques-uns tout à l'heure, mais je pense que le choix peut être un peu différent. Oui. Donc c'était un peu juste ta vision et comment tu as pris cette décision, peut-être avec l'équipe, de choisir les KPI que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Alors oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de KPI. Ils sont très variables en fonction d'un business à un autre et aussi en fonction de vos priorités. Si votre priorité, par exemple, sur ce trimestre, ça va être d'optimiser la conversion, travailler plus sur des KPI qui sont liés au taux de contact, qui sont liés au ratio de contact précommande. C'est une bonne base déjà pour travailler la conversion notamment. Si votre priorité, ça va être au contraire de plus vous focaliser sur la réduction du taux de contact post-commande, c'est-à-dire une fois que le client est converti, vous pouvez travailler sur des stratégies d'optimisation de l'expérience de client post-commande, comme nous on a fait avec ShipUp par exemple pour la logistique. C'est vraiment en fonction de vos priorités, des difficultés que vous pouvez rencontrer ou des points de friction que vous avez chez vos clients. Mais pour commencer quoi que ce soit, dans un premier temps, ça va être de quantifier vos contacts entrants, quantifier les sujets qui sont évoqués et déjà ça va vous faire une bonne base de travail et très rapidement, vous allez voir sur quel KPI vous allez devoir travailler en premier. Si dans vos taux de contact, vous arrivez à identifier via les fameux marqueurs, encore une fois, que 30% de vos contacts sont liés à des incidents techniques, vous savez tout de suite que l'idée, ça va être de travailler sur des stratégies liées à la technique, quoi. J'avais peut-être une dernière question. C'était justement sur cette approche KPI. À un moment, tu avais aussi évoqué le coût par acquisition. Donc clairement... la question qui peut se poser, c'est oui, d'accord, une solution, c'est très bien d'avoir une solution omnicanal pour gérer ma relation client, comment je vais gérer mes agents. On sait qu'on a une pression qui est assez forte justement pour de l'acquisition client et c'est quelque chose que vous traquez et que vous suivez de très près. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu peut-être avec le département marketing, voire même d'autres départements, l'impact que ça va avoir aujourd'hui, l'expérience client que vous offrez plus, on va dire, votre proactivité sur certaines problématiques, sur la pression marketing et sur l'acquisition client, je parle du net new client, quoi. Alors, le SAV, le service client a aidé plusieurs fois les équipes d'acquisition et les équipes marketing dans leur stratégie.
Donc, pour suivre déjà l'évolution du coût d'acquisition, par exemple, on va toujours leur faire un feedback data, c'est-à-dire quand il y a un nouveau partenariat, quand il y a une nouvelle offre qui est lancée, la première chose qu'on va faire, c'est leur partager le taux de contact et son évolution, leur partager le ratio de contact précommande pour voir si les gens ont bien compris la saisie d'un code promo, s'ils ont bien compris une offre promotionnelle ou un partenaire. Donc déjà, ça leur fait une bonne base de travail pour voir les points optimisés pour une future offre. Et aussi, on peut, avec un petit peu de BI, on peut lier le service client avec votre base de clients, donc et identifier en fait si les gens qui sont passés par votre service client ont vraiment été convertis ou pas. Et quel est l'impact avant-après avec un genre d'A/B test en fait. Avec la data, on peut vraiment tout faire. Donc on peut voir effectivement l'impact du service client et de ses actions sur le repeat business, sur le taux de conversion, sur beaucoup de choses. Et nous, effectivement, le coût d'acquisition dans un milieu qui est concurrentiel est très important. Et tout l'intérêt, c'est de ne pas réinvestir sur un autre client, alors qu'on peut peut-être, dans un premier temps, exploiter celui qu'on a déjà chez nous avec une bonne expérience client. D'accord. Merci Geoffrey. Tout à l'heure, Geoffrey a parlé de ShipUp et de l'intégration qu'ils ont mis en place avec eux. Juste rapidement, en 2 mots, en fait, ShipUp fait partie de l'incubateur Zendesk à la station F. Donc aujourd'hui, on incube à peu près 9 startups qui sont toutes autour de la relation client. Et on a la chance d'avoir Terence qui est venu me voir. Il était au fond de la salle tout à l'heure, qui est le fondateur de ShipUp, qui va vous dire peut-être un mot sur ce qu'ils font rapidement. Bonjour à tous. Merci Cham et merci Geoffrey de me laisser monter sur scène. Rapidement, ShipUp, on permet en effet d'améliorer le suivi de livraison et de vous permettre de vous réapproprier tout le suivi de livraison, que ce soit à travers des notifications proactives pour notifier un client que son colis est en retard, de ne pas s'inquiéter, ou pour ramener en fait son client sur son site pour suivre son colis. Où on fait aussi des enquêtes de satisfaction à la livraison pour s'assurer que tout s'est bien passé proactivement et de ne pas laisser le client venir vous contacter, c'est vous qui allez le voir directement. Et du coup, si vous êtes intéressé, on sera au stand Zendesk tout à l'heure. Et si pour les clients de Zendesk déjà, on a une intégration, on a pas mal de fonctionnalités et on fait en fait des ateliers où on explique, de façon hyper pragmatique, comment paramétrer les macros, les triggers, quel process mettre en place avec vraiment des guides étape par étape pour améliorer l'expérience client. Parce que pour nous, c'est vraiment l'enjeu de ShipUp, c'est d'améliorer l'expérience client, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir fidéliser des clients et améliorer tout ce qui s'ensuit. Du coup, si vous êtes intéressé par ces ateliers et cette documentation qu'on va pouvoir créer autour de l'utilisation de Zendesk et de ses fonctionnalités avancées et parfois avec des intégrations avec ShipUp, n'hésitez pas, moi je serai à l'arrière et je pourrai récupérer vos informations et vous enverrai des nouvelles par rapport à ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut applaudir bien fort. Merci.